Biodiversité. Alors, la biodiversité, donc si on est bien d'accord sur le fait que depuis l'émergence de la discipline, l'anthropologie est productrice d'un certain nombre de savoirs diversifiés sur le monde naturel. Et si l'on s'accorde aussi sur le fait que la diversité culturelle est aujourd'hui considérée comme le 4e niveau d'organisation de la biodiversité, alors on pourrait dire que les anthropologues, bien avant l'invention du terme biodiversité, finalement en parlent, mais ce n'est pas la biodiversité des naturalistes, ce n'est pas celle des économistes et encore moins celle des décideurs politiques. Alors, quelle est donc cette biodiversité des anthropologues? Eh bien, je propose de traiter cette question en 5 points qui sont tout à fait classiques en anthropologie. Ce sont des idées évidentes, mais qui me permettront quand même de peut-être recaler un certain nombre d'idées reçues, enfin je ne sais pas, nous verrons. Donc voilà les 5 points dont j'aimerais parler. Alors, tout d'abord, la nature et culture, donc une partition contre nature. Alors pourquoi une partition contre nature? Pour différentes raisons. D'abord, dans les mythes cosmogoniques, les mythes de construction du monde, de la pensée du monde, tels que l'on retrouve dans toutes les sociétés de par le monde, il n'y a absolument aucun clivage entre nature et culture. Le monde a été créé, la Terre, tous les éléments de l'univers, les éléments de la nature, végétale et animale, et l'homme, fabriqué lui-même par des éléments de nature, l'homme participe très clairement dans ces mythes d'origine, qui font des invariants, qui font que l'homme est l'homme, dans ces mythes d'origine, eh bien, l'homme participe très clairement de la nature et il y a une place bien définie dans l'ordonnancement du monde, comme au sein de ce monde naturel dont il fait partie. Alors, pour l'anthropologue qui travaille beaucoup sur les mythes, ces mythes cosmogoniques ont une très grande importance. Pourquoi? Non pas parce que c'est joli, parce que c'est de la littérature passée, pas du tout, c'est qu'ils constituent un système de pensée, ils contribuent à comprendre la manière dont les gens se représentent les choses, répondent aux questions fondamentales, d'où venons-nous, où allons-nous, que faisons-nous là, qui sont ces animaux, pourquoi sommes-nous différents. Ils imposent donc un ordre social, ces mythes, et toujours en lien bien sûr avec les éléments de la nature, et puis ils expriment à travers les rituels et la mise en acte, ils expriment aussi une direction aux pratiques et les modifient, les expliquent et les modifient. Donc, ces mythes cosmogoniques sont essentiels pour nous. Alors, pourquoi le sont-ils encore? Eh bien, parce que... je couperai parce que j'ai tellement de choses à vous dire que bon... Donc, disons que ces mythes sont extrêmement importants parce qu'ils nous offrent une vision du monde naturel et qu'ils impriment leur marque sur les pratiques des populations. Alors, on est bien d'accord, pas de clivage en anthropologie entre nature et société. Et je dirais que le clivage, la partition entre sciences de la nature et sciences de la société date de nos sociétés au 19e, au début du 19e, quand il s'est agi de dire, eh bien voilà, qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal? Eh bien c'est la culture. Donc il y aura des sciences de la culture et il y aura des sciences spécialistes de la nature. C'est donc une partition scientifique ancienne, peut-être à revisiter, je ne sais pas, mais en tout cas qui n'est pas naturelle. Alors, l'anthropologie, qui bon, donc, a fait sa discipline, a fait sa pensée sur ce rapport nature-société, a bien sûr, dans l'histoire, connu des différents traitements de cette question nature-culture, et je voudrais en rappeler qu'un seul, l'évolutionnisme. Alors pourquoi je veux parler de l'évolutionnisme de Morgan au XIXe siècle? Simplement parce que, bizarrement, autant de temps plus tard, cette pensée évolutionniste ressurgit, notamment dans certaines mesures de protection de la biodiversité intégrant la dimension sociale, aujourd'hui. Donc, alors Morgan, c'est quoi? Morgan, c'est le XIXe siècle, et c'est l'idée que finalement l'homme évoluant par stade, de la sauvagerie à la barbarie jusqu'aux bourgeois du XIXe siècle, société totalement évoluée et accomplie, ne parlait pas encore de développement, eh bien ces différents stades se faisaient par quoi? Par un détachement progressif de l'homme
par rapport à son environnement par une maîtrise technique qu'il parvenait à avoir, maîtrise technique qui avait des influences sur, eh bien, sur les formes de la société, les systèmes d'alliance, les systèmes de mariage. Donc l'homme devenait de plus en plus évolué au fur et à mesure où il se détachait de la nature. Bon, il y a eu ensuite Lévi-Strauss et les oppositions, les invariants, le cru, le cuit. Il y a eu, bien sûr, avant ça, les fonctionnalistes avec, bon, je pense à Evans Pritchard, et puis les travaux les plus actuels, toujours parlant de la nature et de la culture, Philippe Descola, avec Par-delà la nature et culture. Je vous conseille cet ouvrage, il est très très bien, puisqu'il a fait aussi grand débat. Donc on continue encore à parler de tout ça. Donc des débats orchestrés par Digard, grand spécialiste justement de l'élevage en anthropologie. Voilà ce que l'on peut dire sur le lien tout à fait naturel en anthropologie entre ces deux éléments et le lien naturel aussi dans l'esprit de l'homme, des sociétés, entre son monde naturel et sa société. Voilà. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder est, voilà, une autre chose essentielle pour l'anthropologue, et qui participe de la manière dont les sociétés, de façon différente, pensent la diversité biologique qui les entoure. De par le monde, encore une fois, comme dans les mythes cosmogoniques, et depuis toujours, l'homme a eu besoin de classer les éléments du monde et de classer des éléments qui les entourent, éléments naturels, mais bien au-delà, toute chose. Et ça, d'ailleurs, était à l'origine du développement du langage. Et ce système de classement est devenu une véritable connaissance, une forme de connaissance, une forme de typologie. Donc, faire des catégories, classer, faire des tas de choses, selon les usages, la perception que l'on en a, ou encore les similitudes que l'on perçoit ou qu'on ne perçoit pas, les catégories sans usage, donc permettent de construire ces registres de connaissances et de connaissance et de reconnaissance de la biodiversité. Ces processus sont universels, mais ils ne sont absolument pas univoques. Alors, ils suivent des principes symboliques, bien sûr, analogie, similitude, etc. Et ils influencent, encore une fois, les pratiques. Alors, les exemples, je pense qu'ils sont très marquants. Il y en a énormément dans la littérature anthropologique. Et je pense, les plus illustratifs, je pense, sont ceux que l'on retrouve dans les travaux sur les pygmées de Serge Bahuchet, qui lui montre très très bien comment les pygmées trouvent des catégories de similitudes en fonction de choses un peu étranges. Par exemple, les membres inférieurs, tous les animaux à gros pieds, soit petits, grands, mammifères, enfin, tous les animaux à gros pieds, on les met dans une seule boîte. Les animaux piqueurs, on les met, voilà, ça va du moustique au serpent, qui est piqueur, je ne sais pas comment, mais enfin bon, au serpent, ou selon les modes de capture. Tout ce qui s'attrape au filet forme une catégorie. Alors, on va du poisson au singe dans la même catégorie. Bon. Donc là, on voit bien que ces systèmes sont complexes, très multiples, arbitraires, bien sûr, et subjectifs, évidents. Alors, ces systèmes s'emboîtent, s'imbriquent, s'excluent, se hiérarchisent, etc. Enfin, ça s'appelle donc une nomenclature. Vous connaissez ça par cœur, donc c'est absolument évident. Mais cette nomenclature, ce qui nous intéresse, nous, les anthropologues, c'est que ces nomenclatures nous offrent une vision de leur vision, donc de leur manière de percevoir la biodiversité. On emprunte, on chausse leurs lunettes et on voit les choses comme eux grâce à ces classifications. Alors bien sûr, tout n'est pas toujours figé. Ce système de classement est beaucoup plus large que le système de classement de la biodiversité. Et il intègre toute chose, absolument toute chose. Il n'est donc pas limité. Et puis, il peut changer constamment. Alors, je vous avais mis là, mais je n'aurai pas le temps de le montrer, un schéma mental, on peut l'appeler comme ça, un schéma mental astrologique, qui est le schéma qui est imprimé, enfin inconsciemment, dans la tête de tout malgache, avec des variantes régionales bien sûr, et qui détermine tout. Les jours, mais aussi leur destination, l'endroit où les gens vont s'asseoir, s'ils sont une femme, un homme, donc les points cardinaux dans une case, où est-ce qu'on va poser sa table, où est-ce qu'on va se faire enterrer, qu'est-ce que l'on va manger tel jour, quel habillement mettre, tout est codé, et c'est un système donc qui est lié à la fois à la cosmogonie, à la fois au système de nomenclature et de classement, et qui régit les comportements quotidiens et les choix. Donc c'est extrêmement puissant et important
à connaître ces schémas. Alors, ces principes, si on ne reprend les systèmes de classement, ces principes d'ordre et d'organisation peuvent aussi avoir des principes de désordre. Alors, ces principes de désordre, vous les connaissez très très bien pour le monde naturel, on le trouve partout. Dans un même écosystème, des populations différentes eh bien, peuvent avoir une vision différente ou un classement différent des éléments de la biodiversité. Pour les agriculteurs, on va retrouver dans la nomination un très grand nombre de classifications affinées des plantes et sur le même territoire, les éleveurs, eh bien, eux, auront une classification donc, beaucoup plus importante de tout ce qui est éléments liés aux animaux. Même écosystème et même société, ben, vous pouvez trouver également des différences importantes au sein même de la même population, parce que vous allez avoir des spécialistes, j'y reviendrai, des spécialistes qui auront une vision, une connaissance plus affinée des catégories que d'autres personnes, d'autres catégories dans la même société. Il y a bien sûr des variantes dans le temps, parce que ces systèmes ne sont jamais figés, c'est pour ça qu'il faut s'en inquiéter. On peut avoir des pertes de critères, donc perte de connaissances au niveau des classifications, au contraire des acquisitions. Tout ça est extrêmement mobile, ou bien des glissements de catégories d'un élément de la biodiversité vers un autre. Alors attention, ceci n'est pas une science. On parle souvent de sciences naturalistes des traditionnels ou des autochtones, etc. Attention, ces systèmes de classement, il ne faut pas se tromper. À part la démarche associative, qui aussi dans les sciences permet le classement, à part cela, les fonctions et l'efficacité totalement, et même l'intention est complètement différente. Dans les systèmes de classement dits traditionnels de la nature, eh bien, on a un pouvoir totalement lié à un écosystème particulier et qui n'a absolument pas de volonté d'analyse universelle. On reviendra pourquoi. Aucune idée aussi de classification d'éléments tels que les gènes, etc. C'est bien évident. Ce n'est pas une science. La science, elle, même si elle a une démarche associative, qu'elle a un principe d'ordonnancement des éléments, a aussi une tentative de rationalisation des savoirs. Elle a une vocation de compréhension à des fins d'analyse universelle, et pas dans un petit territoire et une petite biodiversité. C'est très important, à mon avis, de le dire. Alors, ayant dit cela, bon, il faut absolument, alors on le fera assez vite, malheureusement j'ai peu de temps, puis beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, donc ayant dit cela, il est très important d'aborder quand même rapidement usage, pratique et appropriation. Appropriation, propriété, comprenez-le. Alors, il est bien clair que quand on parle d'usage, de non-usage, de pratique, de droit d'accès, tout cela fait partie finalement d'un tout, hein, d'un savoir naturaliste extrêmement, tout doit être intégré dans le savoir naturaliste, l'un étant enchâssé dans l'autre, et donc toutes ces notions s'entremêlent, et on ne peut pas parler de développement durable ou de conservation de la biodiversité sans prendre la mesure de toutes ces facettes d'un seul et même savoir diversifié. Alors, l'usage du nécessaire. Alors, dans la diversité des ressources à leur disposition, ça, on l'a même encore évoqué hier, les hommes n'utilisent souvent que très peu d'éléments. Alors, pour des raisons, pourquoi? Parce qu'ils ignorent, ils n'ont pas identifié l'élément de la biodiversité, ou bien ils l'ont identifié mais n'ont pas l'usage, ou bien ils l'ont identifié mais ne connaissent pas l'usage, toujours l'ignorance, ou bien ils ne veulent pas en user. Connotation négative, religieuse, rejet ou admiration sacrée, on en reparlera après, on ne peut pas y toucher. Alors l'usage et le non-usage sont aussi là, fortement complexes et d'une très grande diversité. Alors pour aller plus loin dans cette diversité, il faut maintenant comprendre les pratiques. Elles sont elles-mêmes, les pratiques, le fait d'un savoir accumulé et transmis. Alors, les pratiques du naturel, ni amis, ni ennemis. Deux idées que l'on entend trop souvent, très tenaces, un peu dangereuses, on le verra, doivent être absolument abandonnées. Quelles sont ces idées? D'abord que les pratiques traditionnelles seraient naturellement plus écologiques que les autres. Il y aurait une sorte de sagesse écologique séculaire liée aux populations pré-industrielles à qui on devrait les derniers lambeaux de biodiversité de la planète. C'est le mythe du bon sauvage.
Et donc, dans ce cas-là, selon cette position, eh bien alors, comme ces pratiques sont extraordinaires, eh bien, il faut protéger ces pratiques autochtones pour protéger la biodiversité. Alors d'abord, bon, on y reviendra, mais ces pratiques ne sont pas forcément écologiques. Il faut arrêter cette idée, tout simplement parce que dans beaucoup de sociétés, il y a absence totale de péril, en tout cas au niveau d'une espèce, et absence totale aussi de notion de risque d'extinction. Donc, la croyance aussi est souvent que le monde de la nature est absolument infini. Il a toujours existé, il existera toujours. Même des sociétés où on dit l'eau ne peut pas être salie, du moment que c'est la mer. Donc on peut y faire ce qu'on veut, ça va être jamais sale. Ça se nettoie tout seul. Bon. Alors, quand on voit ça, péril, risque d'extinction, etc., difficile. La deuxième idée, ça serait que les pratiques traditionnelles, au contraire, viendraient de sociétés qui sont mues par un besoin impérieux de trouver dans la nature les sources de leur existence. Elles seraient un petit peu comme les sauvages de Morgane, empêtrées dans une nature nourricière dont elles sont dépendantes, ces sociétés, et donc elles sont obligées de ponctionner, de détruire absolument pour pouvoir survivre. Donc dans ce cas-là, c'est une vision que les populations traditionnelles ou autochtones seraient totalement ignorantes, mais en même temps elles ne seraient pas coupables de la destruction. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les prendre par la main, il faut les aider, et il faut les sensibiliser. Sensibiliser à quoi? Sensibiliser au fait que la nature a une fin et que de cette nature dépend leur avenir. Bon, c'est un idéalisme tout à fait discutable qui, pour les deux cas, rapproche l'autochtone de la nature. Et comme je l'ai dit, on le verra plus tard, c'est une idée dangereuse parce que dans sa mise en acte, protéger ou modifier, que ce soit des pratiques, des systèmes de pensée, ça peut être extrêmement dangereux. Et pour la biodiversité, comme pour les sociétés, on le verra. Alors, les calculs des droits de nature. Calcul des droits de nature, bon, c'est assez simple. Les calculs des droits de nature, c'est qui a droit à la nature. On peut parler de propriété, mais dans les populations qui nous intéressent, la propriété est très rarement individuelle. La propriété du territoire, comme de ses ressources, est collective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire nommé. Alors, quand il n'y a pas de propriétaire nommé, c'est l'accès qui fait la différence. L'accès, qui a accès, qui n'a pas accès, tout cela rentre dans un calcul de droit qui est souvent, encore une fois, très divers et complexe, qui dépend des systèmes d'évolution successorale, de mariage, d'alliance, de résidence, un système un peu compliqué. Et donc, l'appropriation communautaire, ça je tiens à le dire, d'ordre autochtone, avec le calcul d'accès, eh bien, permet une régulation d'accès à la ressource extrêmement contrôlée qui, alors là, dément complètement l'idée qu'il pourrait y avoir dans ces systèmes de population dites traditionnelles des phénomènes de tragédie des communaux tels qu'en parlent les économistes. Non, pas dans les sociétés à propriété communautaire et à accès contrôlé par les calculs d'alliance et de parenté, d'antériorité, etc. Alors, conserver et protéger. Maintenant que l'on a vu ce qu'il faisait, comment il voyait les choses, conserver et protéger. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Bien, je viens de vous rappeler que la volonté de protéger la biodiversité, elle n'est pas aussi évidente que ça dans les sociétés. Ce n'est pas un postulat que l'on peut valider pour les sociétés traditionnelles. D'abord parce que le savoir traditionnel n'est pas forcément, je l'ai dit, un savoir écologique traditionnel, et aussi parce que la volonté de sauver ou protéger une espèce en voie d'extinction pour le bien de la planète, bien sûr, c'est une idée qui leur est totalement étrangère. Donc, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de pratique conservatoire. C'est la volonté de conservation, telle qu'on l'entend nous, qui existe peu, mais ils ont des pratiques conservatoires. Et quelles sont les pratiques qui sont conservatoires qui existent et quels sont leurs critères? Leurs critères n'est pas toujours écologique dans ce qu'il faut protéger. En tout cas,
il s'oppose parfois même, ces critères, aux critères des sciences naturelles. En tout cas, il nous paraît souvent irrationnel, ou d'une autre rationalité. Alors, conserver quoi et pourquoi? Alors, quand on conserve, il faut dire, quand on conserve un arbre, parce qu'il est sacré, on ne conserve pas toute l'espèce. Ça, il faut que ce soit absolument clair. Hein? On ne conserve pas toute l'espèce. Quand on vénère un animal, on le conserve, on le protège. On ne protège pas toute l'espèce. Et tout le monde ne protège pas cet animal. Il y a encore des catégories. C'est le concept de tabou, d'interdit, sur lequel je reviendrai. Mais conserver quoi? Pourquoi? Je préfère parler à partir d'exemples. La gélose, gestion locale sécurisée, dont M. Babin pourrait parler beaucoup et longtemps, peut-être mieux que moi, vu qu'il était à l'origine aussi de cette mise en place à Madagascar avec Jacques Weber. La question était posée aux villageois pour cartographier les espèces qui, selon les villageois, devaient être protégées ou non. Question était posée et les réponses étaient bien souvent la poule et le canard. Alors, pourquoi faut-il protéger la poule et le canard? Alors, on répondait parce qu'ils sont en danger. Ah. Quand on posait la question « qu'est-ce qu'il faut absolument éradiquer ?», il disait le foussa. Le foussa, c'est le petit animal que vous voyez là, qu'on retrouve à Madagascar, qui est endémique et qui est le Cryptoprocta ferox, qui est une espèce vulnérable, selon les scientifiques, qu'il faut protéger. Alors, on leur disait pourquoi? Ben, parce que les poules et les canards sont en danger parce qu'ils sont menacés par le foussa, mais nous avons notre système de protection de l'espèce poule et canard, de mes poules et mes canards, c'est le chien. Donc le chien doit être protégé comme système de protection de nos animaux, de notre vision des choses. Alors, reposer la question, qu'est-ce qu'il faut absolument éradiquer? Alors là, tout le monde était d'accord, le rat. Le rat doit être éradiqué. Mais les campagnes d'éradication dans les années 90 à Madagascar ont quoi? Ont provoqué l'élevage des rats. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument éradiquer les rats et chaque personne qui apportait un rat avait 100 francs. Eh bien, tout le monde a commencé à élever les rats. Alors, donc, protection, conservation, éradication, c'est compliqué. Alors, tout le monde, ou pas non, qu'est-ce qu'il faut encore éradiquer? Le crocodile. Il faut éradiquer le crocodile, pourquoi? Eh bien, parce que la nuit venue, les crocodiles se glissent à travers les maisons, ils attaquent les enfants, ils tuent les enfants. Donc, c'est un nuisible, il faut absolument le tuer. Ah bon, il faut absolument le tuer. Oui, mais dans la même société, certains crocodiles sont vénérés. Ah, il faut le tuer? Oui, ils sont vénérés. Vénérés par qui? Pourquoi? Tous les crocodiles? Non. Certains crocodiles par certaines familles. Encore une fois, la notion de tabou sélectif. Donc, dire que ce qui est sacré doit être protégé, oui, mais toute une espèce sacrée, c'est rare. Donc, et pourquoi doit-on le protéger? On doit protéger souvent une espèce pour se protéger. Ce sont les tabous de protection par crainte ou par répulsion. Si je mange cet animal, il est mon ancêtre, je veux en mourir, ou c'est comme si je mangeais mon père. Ou si je mange cet animal, je vais mourir parce que mon ancêtre est mort en mangeant cet animal. Ou un tabou pour exclusion ou confirmation d'une identité sociale. Je vais dire que cette forêt est tabou, pas pour moi, pour les étrangers. Pourquoi? Pour me la réserver. Ah bon? Pas pour m'empêcher de l'exploiter, pour empêcher les autres de le faire. Il n'y a pas de protection écologique telle qu'on l'entend dans cette pratique. Alors, moi je pense qu'il est d'une grande naïveté de croire qu'un interdit est un système informel de protection de la biodiversité, comme je l'entends souvent, malheureusement. Alors, les critères des uns ne sont pas les critères des autres. Bien évidemment, les critères peuvent être détournés. On voit beaucoup en ce moment le fait que l'on protège certaines espèces de bois, le bois de rose, etc., etc. La seule application, c'est qu'on l'exploite encore davantage et que ça devient un argument. Ah, c'est un bois protégé, donc ça coûte plus cher. C'est tout. Donc,
Ces critères de protection viennent donc des critères d'exploitation, une augmentation des prix et offrent des débouchés qui n'existaient peut-être pas par avant. Alors, on aurait envie de dire, la solution, je vous en ai parlé, la solution serait de dire, eh bien, il faut absolument éduquer les populations aux pratiques écologiques. Il faut les sensibiliser à l'importance de la protection des espèces. Alors, on met en place des sensibilisateurs qui sont formés, fonctionnaires, appointés des ONG, etc., et qui ont souvent un discours très radical, qui diabolise les pratiques des populations et qui annonce souvent, de façon un peu délicate, la fin du monde naturel. Si vous ne faites pas ça, parce que vous faites mal, il n'y aura plus rien. Bon. Alors, c'est un discours dévastateur et on trouve dans la littérature anthropologique de très nombreux témoignages. Quelques-uns, l'un dit « Les enjeux de la conservation basés sur des critères étrangers est une menace pour l'avenir des communautés. Dès lors où les populations parlent de protéger la biodiversité, c'est alors qu'il faut commencer à s'inquiéter. » Ben oui. Françoise Grenand dit « Sans garantie sur leurs terres, dans un contexte de stress et d'exploitation économique, les populations répondent bien souvent à la pénétration de leur territoire par des armes qu'elles voulaient combattre. » Et de mon expérience, j'ai vu plusieurs cas où une population, à la suite du passage des campagnes de sensibilisation, se mettait à détruire la totalité de leur forêt pour faire du charbon. Alors, tout ça, je n'ai pas le temps d'expliquer les processus mentaux de transformation, donc cette sorte de violence. En voulant protéger, on détruit les schémas mentaux et ça change les pratiques et ça peut être épouvantable. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais je voudrais conclure déjà cette première partie sur la biodiversité et faire quelques petites propositions vu que c'est ce qui nous est demandé. Alors, on est d'accord que si les anthropologues, les botanistes, les généticiens, etc., ne parlent pas de la même chose quand ils parlent de biodiversité, alors qu'en est-il de la diversité de sens que recouvre ce concept abordé par les populations? C'est énorme. Si la diversité culturelle est bien la quatrième composante du concept de biodiversité, alors pour moi, il y a un problème de logique d'inclusion. Parce que la diversité culturelle me semble un ensemble beaucoup plus large qui inclurait la biodiversité. Et j'ai même envie de dire, dans ce cas-là, les biodiversités. Parce que, et d'abord, donc, si on me suit bien, il ne s'agit pas du tout, comme il était proposé dans ce colloque, dans ce forum, de revisiter les liens entre nature et culture, mais de totalement revisiter nos concepts. C'est plutôt par ça, à mon avis, qu'il faudrait commencer. Pourquoi revisiter les concepts? Eh bien, pour les mettre en meilleure correspondance avec la diversité du réel. Et puis pour permettre le dialogue entre disciplines. Et donc, pour moi, biodiversité au pluriel serait déjà un grand pas, un très grand pas. Pourquoi? Parce que ça permettrait d'avoir une meilleure prise en compte des contextes, des critères, des perceptions et des valeurs que certaines populations attribuent aux éléments de la nature, et donc en pleine contradiction, on l'a vu, avec celle des disciplines scientifiques. On parviendrait peut-être à poser les bonnes questions, celles qui permettent d'avoir des outils adaptés. Quels indicateurs choisir et selon quel objectif? Quel niveau de diversité et quelle diversité faut-il protéger? Donc parvenir à concilier toutes ces dimensions des biodiversités et arrêter enfin de considérer la biodiversité comme une norme qui permet d'évaluer, de corriger, quand cela s'impose, l'impact des hommes sur l'évolution de leur environnement. Alors, développement durable, je ne vais pas avoir le temps, je vais devoir aller très très vite. Alors là, on se retrouve avec M. Boeuf. Je n'ai pas voulu changer, je me suis dit que voilà bien la preuve qu'on peut se retrouver dans l'interdisciplinarité à travers les comics et donc Gueluc, Philippe Gueluc. Donc, biodiversité, développement durable comme biodiversité, ce n'est pas du tout un concept familier aux anthropologues, même s'il y a une dimension plus sociologique. Alors, il repose toujours sur l'idée que la nature, cette fois pensée comme ressource, et sa bonne gestion serait une condition première du développement des sociétés dans le présent et pour les générations à venir. Alors ça,
il faudrait d'abord s'assurer que c'est bien compris, ce postulat, au niveau des populations, j'en suis pas certaine. Alors, pour aller très vite, que ferait l'anthropologue dans le traitement d'une telle question? D'abord, il aurait deux entrées. Il parlerait de transmission, absolument. Et très important de revisiter toutes les idées tous les travaux des anthropologues sur la transmission. Et puis après, il parlerait du problème de représentativité dans ces sociétés pour pouvoir mettre en place un projet. Alors, je n'aurai pas le temps de traiter du second, mais par contre, le premier me semble très important parce qu'il y a aussi une bonne continuité avec l'idée de biodiversité. Alors, la biodiversité, on peut la traiter à deux niveaux. D'abord, la transmission. La transmission, c'est d'abord la transmission de droits d'accès et d'usage, je l'ai dit, et puis c'est aussi la transmission d'un savoir, conscient ou inconscient, pratique, etc. Alors, la transmission des droits d'accès et des droits d'usage sont très nombreux, avec beaucoup de critères, et ils dépendent bien sûr du régime de droit de dévolution successorale des sociétés. Alors, elles dépendent des règles de parenté, d'alliance, de résidence, des systèmes de transmission indifférenciés, patrilinéaires, bilatéral, bilinéaires, etc. Les anthropologues connaissent ça par cœur. C'est l'analyse des systèmes de société, et avoir accès, ça passe par là. Alors, je vous ai mis un petit exemple pour vous dire que c'était quand même un petit peu compliqué, parce que quand vous avez un système indifférencié où l'enfant peut hériter de madame et de son papa et de sa maman, mais que sa résidence est forcément chez son mari, eh bien, elle perdra l'accès aux ressources, bien évidemment. Donc, tout cela est très complexe, mais tout cela est absolument passionnant et essentiel pour comprendre de quoi l'on parle. Alors, les savoirs, par contre, les savoirs, la transmission des savoirs, et non pas de l'accès, des droits d'accès, il y a de nombreuses formes de savoir. Comme c'est compliqué tout ça, comme c'est diversifié, comme c'est multiple. Il y a de nombreuses formes de savoir autochtones, bien évidemment, hein, et qui ont chacun leur propre transmission, mode de transmission, et qui concernent chacun ces savoirs dans une même société, des franges particulières de la population. Je vais prendre un exemple. L'exemple, ça serait la langue. Dans une langue, vous avez le grammairien, qui connaît parfaitement la grammaire, mieux que n'importe quel locuteur naturel. Vous avez le locuteur naturel, qui a appris à parler cette langue sans apprendre la grammaire, et qui ne peut pas forcément expliquer la grammaire. Et puis vous avez l'étranger locuteur, qui parfois connaît mieux la grammaire que le locuteur naturel, mais qui est incapable, et qui peut même l'expliquer, mais qui fait des fautes, mais qui a apporté aussi des morceaux de sa langue, et qui enrichit la langue du pays qu'il a adopté. Il s'agit donc de trois savoirs, un savoir théorique et ésotérique, c'est donc le savoir de l'ordre de la nomenclature, donc je vous ai expliqué, avec une transmission savante, donc qui ne porte que sur une très petite frange de population, et qui concerne des astrologues, des phytothérapeutes, des spécialistes en tout genre, des chamans, voilà, mais qui sont une frange minimum de la population. C'est une démarche volontaire, souvent initiatique, liée aux religieux, et donc qui ne concerne pas la totalité d'une population. C'est important de le dire, vous allez voir pourquoi. Il y a la transmission inconsciente ou empirique, le locuteur naturel. Elle se transmet par la pratique, elle est complètement inconsciente. Elle est de l'ordre de l'usage, mais pas forcément du religieux. Elle est de l'ordre de l'acte, de la pratique. Et elle est accessible à tous. Et puis, il y a les mouvements mécaniques et temporels, d'amoncellement. L'étranger qui vient avec son savoir, qui fait une sorte d'agrégation, qui perd des morceaux de grammaire, qui rejette, qui agglutine les savoirs. C'est la mobilité, le temps qui le permet, et c'est le moteur de l'innovation. Les anthropologues connaissent très bien ces processus, ils les appellent des processus d'acculturation, d'enculturation, de déculturation et d'innovation. Donc ces processus sont bien connus. On parle bien de processus. Je voudrais vous donner un exemple très rapide, lié directement, très éclairant, lié directement à la transmission du savoir naturaliste. Dans les sociétés, alors c'est un exemple très classique qu'on retrouve dans beaucoup de pays dans le monde. Moi, je pense particulièrement à Janice Harper dans son livre « Espèce en danger ». L'espèce en danger, dans ce cas-là, c'est l'homme. Hein. Nous sommes anthropologues, donc on ne parle pas. Alors, elle parle de la transmission. Nous sommes, alors je l'ai mis là,
nous sommes dans un système très classique où monsieur et madame ont un fils et une fille. Les garçons restent sur les territoires, les filles partent sur le territoire d'à côté. Voilà, elle se retrouve chez sa belle-mère, qui a une fille qui part dans le territoire d'à côté, etc. Dans ces sociétés, curieusement peut-être, mais c'est assez courant, ce sont les femmes qui, venant d'un territoire à l'autre, vont apprendre de leur belle-mère les connaissances de l'utilisation des plantes. Elles viendront avec la connaissance de l'utilisation des plantes d'un territoire, d'un usage, d'une plante. Elles apprendront un autre usage d'une plante ou d'une autre plante grâce à leur belle-mère qui aura appris de sa propre belle-mère l'usage de ce territoire-là, mais elle aura aussi amené celle de son autre territoire. Et quand ils auront des enfants, ça passera là et encore et encore. On a une accumulation très rapide, de l'ordre de 20 ans, de circulation des savoirs et d'accumulation des savoirs, passant par qui? Les jeunes femmes. Et non pas les vieux autochtones rabougris, sans dents, que l'on va questionner pour essayer de connaître le savoir autochtone. Donc, il est important de parler de ça parce que c'est assez courant. Alors, hop, passons, représentativité. Alors, la représentativité, je n'ai pas le temps. Mais la représentativité serait aussi très... L'anthropologue pourrait apporter beaucoup de choses, notamment sur toutes les notions de communauté de base qui représentent rarement la structure réelle de la société, et puis le phénomène de courtier qui, en anthropologie aussi, est un concept très bien étudié et rempli d'exemples. Enfin, on peut vraiment intervenir à ce niveau-là pour montrer comment des nouvelles catégories ont émergé pour servir d'interface entre un projet de développement et un village, une communauté, avec des personnes qui se disent représentantes d'une société sans l'être vraiment, mais enfin jouant à l'interface. C'est très intéressant. Alors, moi, la critique que je ferai au développement durable, alors là, elle est banale, c'est dire que le développement durable fige trop souvent les sociétés et les systèmes de transmission. Voilà, ça fonctionne comme ça. On ne l'a pas dans la diversité et on ne l'a pas dans ses principes, dans ses fonctionnements, dans ses mécaniques. Ce n'est absolument pas le savoir, les sociétés ne sont absolument pas figées. Ce qui est important de comprendre, c'est justement toute cette mécanique de transmission, d'accumulation et de fonctionnement. Alors, ça, c'est peut-être... Alors, bon, il y a bien sûr l'effet top-down et tout ça est lié. Alors, passons maintenant au savoir des anthropologues, qui sera un petit peu ma conclusion. Alors, le savoir des anthropologues, c'est pour répondre un petit peu en quoi, dans le monde universitaire et sa diversité, l'anthropologue peut se retrouver, peut trouver une place et discuter avec ses collègues, comme on le fera tout à l'heure, je l'espère. Alors, il est clair que l'anthropologue peut apporter beaucoup de choses pour ses concepts biodiversité et puis par aussi ses pratiques de terrain et ses connaissances, c'est absolument évident. Il peut apporter des éclairages dans des débats pluridisciplinaires, c'est évident, et même si ces concepts, pour lui, sont au premier regard totalement étrangers. Alors, moi, je voudrais faire donc 2 entrées par rapport à cette évidence. Me dire, bon, quand et quoi et pourquoi et par qui les anthropologues sont-ils invités et pour dire quoi? Et puis ensuite, comment est-ce que l'on use du savoir des anthropologues et à quelle fin? Alors, il ne veut rien savoir. Hop, voilà. Alors, y a-t-il un anthropologue dans la salle? Moi, j'en vois déjà plusieurs, donc ça va, je me sens moins seule. Alors, y a-t-il un anthropologue dans la salle? Pourquoi? Parce que l'on est un petit peu étonné quand on parle, bon, je pense que les anthropologues seront d'accord avec moi, de voir que finalement, quand il y a des grands sommets ou quand il y a des grandes discussions pour construire de nouveaux concepts pluridisciplinaires, eh bien, les sciences sociales sont convoquées, mais l'anthropologue très rarement. C'est plutôt l'économiste qui est appelé. Et l'économiste, il est appelé pour parler de toutes les sciences sociales. La géographie, les sciences politiques, les sciences juridiques, l'anthropologie. Moi, je ne vois pas comment c'est possible, comment, par exemple, il serait pensable que l'on prenne un généticien pour parler de toutes les sciences naturelles. Je pense que ça ne serait pas tout à fait possible non plus. Donc, je m'en étonne, mais c'est souvent comme ça. Alors,
Pourtant, je pense que les anthropologues, surtout pour développement durable et biodiversité, doivent se sentir concernés, vu que et devraient être invités plus directement, vu que c'est justement pour parler des populations dont ils sont les spécialistes que ces gens se rassemblent. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle les anthropologues n'utilisent pas ces deux concepts. Ils n'ont jamais été conviés à y réfléchir avant, lorsque ces concepts étaient construits. Alors, quand est-ce qu'ils sont conviés? Alors, on le voit un petit peu dans les projets pluridisciplinaires, par exemple. Alors, ils sont conviés parce que, d'abord, il faut un volet, il y a une dimension sociale dans un appel d'offres, donc il faut absolument un anthropologue pour pouvoir remporter l'appel d'offres. Donc, alors ils sont conviés souvent trop tard, ils ne participent pas dans les débats de mise en place des problématiques scientifiques. Les entrées sont alors, dans ces cas-là, plus souvent naturalistes. Et donc, ils sont appelés pourquoi? Eh bien, on leur assigne des tâches. Et souvent, les tâches qu'on leur assigne, c'est, bon, écoute, on a besoin de quelqu'un pour la dimension sociale, eh bien, tu vas travailler sur les savoirs autochtones, ou bien sur les usages. Bon. C'est peut-être pas comme ça qu'on aurait vu les choses si on avait pu penser les problématiques ensemble au début. On les appelle bien sûr souvent à la dernière minute pour confirmer des hypothèses déjà émises. Alors, il est bien clair que l'anthropologue a pourtant besoin de comprendre la totalité d'un contexte. Il ne peut pas comme ça partir sur les usages, les connaissances. Il doit travailler sur la parenté, il doit travailler sur l'histoire, sur les mythes, on l'a vu, sur les rites. Sur les systèmes de classification, les registres de pensée, sur beaucoup de choses. Il doit comprendre la totalité d'un contexte pour comprendre une petite chose. Et donc, le temps est important pour lui, mais il lui est très, très rarement accordé dans les projets pluridisciplinaires. Et pourtant, les demandes vis-à-vis des anthropologues sont nombreuses. Les décideurs, les ONG, les bailleurs de fonds, on est souvent appelés. Il nous faut un anthropologue à tout prix, à la dernière minute, et si on est engagé, ce n'est pas un problème, moi je l'ai vécu, eh bien on va fabriquer un. Alors en fabriquer un, moi je l'ai vu dans un projet FAO à Madagascar, on a pris des vétérinaires, on les a formés à l'enquête, et puis anthropologique, et puis on a fait des questionnaires, et hop, on les a envoyés, et puis bon, ce qui est ressorti, c'est des données anthropologiques. C'est malheureux, mais c'est comme ça, et puis bon, d'autres situations aussi, ce que je ressens, des situations que j'ai vécues, c'est qu'il y a souvent aussi une récupération de la discipline anthropologique à des fins tout à fait politiques. Alors, moi, ce que j'ai vécu, ça peut être à différents niveaux, mais ce que j'ai vécu, c'est travaillant pour l'Union européenne et l'Agence française de développement sur les pratiques de pêche traditionnelles. J'ai eu à un certain moment une revendication de pêcheurs qui ont dit « Qu'est-ce que vous voulez, pêcheurs traditionnels, pour vous organiser ?» Un anthropologue. Bon. Nous aussi, on veut un anthropologue. Alors, est-ce qu'on ne serait pas finalement devenu un instrument de négociation du politique? Ça, c'est une de mes questions. Alors, pour terminer, je ne sais pas pourquoi, là, du bon usage des méthodes anthropologiques. Alors, les méthodes de terrain, il faut le savoir, font la force et la fierté de l'anthropologue, qui y met d'ailleurs beaucoup de son temps, parfois des années sur le terrain, beaucoup de difficultés. Et donc, la caisse à outils de l'anthropologue est extrêmement riche, avec des outils très spécifiques et très nombreux, permettant de recouper toutes les données avec divers outils, permettant aussi d'avancer de façon évolutive dans l'enquête, avec des passages multiples, modifiant en fonction des qualités, en fonction des données que l'on a, modifier le protocole d'enquête. Parce que pour nous, la qualité des données, eh bien, permet une analyse fine, mais surtout garantit la qualité des résultats. Et ça devrait être comme ça pour tout le monde, mais pour nous, c'est très important. Donc, la mise en œuvre d'un protocole d'enquête réfléchi intègre forcément de très nombreuses méthodes, évoluant encore au fur et à mesure du temps et de l'obtention des résultats. C'est fondamental. Alors, l'étonnement, on l'a vu tout à l'heure, c'est comment trouver l'autochtone. Quand on nous demande, parce que le savoir naturaliste autochtone donc, est vraiment à la mode, c'est une des premières choses qu'on demande à l'anthropologue, il faut trouver l'autochtone, ou quand des gens disent, bon, on n'a pas d'anthropologue sous la main, on va faire de l'anthropologie, on va essayer de trouver l'autochtone. L'autochtone, pourquoi trouver l'autochtone? Parce que, dans la tête, je ne sais pas pourquoi, mais dans la tête de beaucoup de personnes, me semble-t-il, l'autochtone est celui qui sait et qui peut parler pour l'ensemble
de la société. Alors, vous voyez un petit peu, quand je vous ai parlé des 3 niveaux de connaissance, l'autochtone va vous dire la connaissance, parce qu'il est vieux, la connaissance la plus pure, la plus abondante, la plus figée, celle qu'il faut protéger. La connaissance des jeunes n'est pas bonne, elle est érodée. Voilà la pensée. Donc, il faut trouver l'autochtone pour ça. Déjà là, c'est consternant pour un anthropologue. Il n'y a pas un savoir, il y a plusieurs savoirs. Et qu'ils ne sont pas dans les mains de la même personne. L'un ne peut pas concentrer tous les savoirs d'une société. Donc, un anthropologue, qu'est-ce qu'il ferait? Il mettrait une politique d'enquête qui intégrait au minimum des généalogies pour comprendre la structure de la société, voir qui est qui, comment ça fonctionne, comment les connaissances sont transmises. Il mettrait en place une cartographie des usages avec des protocoles d'observation extrêmement précises. Il travaillerait sur les rituels et les mythes pour avoir la vision des choses. Il identifierait comme ça des interlocuteurs, tradipraticiens mais aussi migrants, avec des protocoles d'enquête spécifiques pour chacune de ces catégories. Et puis ensuite, il mettrait en place, vu que la pratique, ce n'est pas conscient, ça ne répond pas aux questions, eh bien, il mettrait en place des méthodes d'enquête cognitive et non pas des questionnaires. Il n'utiliserait absolument pas le questionnaire ou l'enquête orale. Donc, d'expérience, ce que je vois, moi, de ce que l'on appelle enquête socio-économique ou anthropologique, on cherche le vieux. Pourquoi le vieux? Donc, je l'ai dit, parce qu'il est protecteur de données, de connaissances, parce que le vieux, plus que le jeune, est censé savoir, parce que l'homme, plus que la femme, pas pourquoi, est censé connaître. Or, vous avez vu l'exemple de tout à l'heure, ce sont justement les jeunes femmes qui accumulent le plus de connaissances. Quelle tristesse que de se priver de cette entrée en cherchant le vieux. Alors, moi je trouve que c'est dangereux, mais en même temps ça s'explique peut-être par une certaine nostalgie du vieux à qui l'on doit le respect et qui détiendrait toute la vérité. Alors, parler c'est enquêter, voir c'est observer. Très rapidement, d'abord, moi je suis toujours très étonnée de voir, attristée, et c'est très très fréquent, attristée de voir que, quand les anthropologues ne sont pas disponibles, on dit c'est pas un problème, on va aller faire des enquêtes. Des enquêtes ouvertes, alors c'est compliqué, des enquêtes ouvertes à questions fermées, questions ouvertes, nous on dit enquête orale, on ne complique pas tout ça avec questionnaire administré, non administré, non, des enquêtes orales. Mais des enquêtes orales, pourquoi? Mais certainement pas des enquêtes orales pour aller poser les questions aux gens en disant pourquoi est-ce que tu as mis le singe avec le poisson dans ta catégorie? Ils vont dire c'est comme ça, c'est évident. On ne pose pas de questions en anthropologie. Poser une question, c'est de l'ordre du conscient, sur des choses qui sont inconscientes. De l'ordre de la représentation, de l'ordre de la transmission inconsciente. Donc les pratiques, ça ne sert à rien de poser les questions. Les gens vont répondre parce qu'ils sont gentils, mais ça ne sert absolument à rien de poser une question sur des choses de l'ordre de l'inconscient. Les pratiques, les savoirs, à qui pose-t-on la question? Tout le monde ne sait pas, tout le monde... Alors ils vont raconter n'importe quoi. Bon alors, tout ça c'est très bien, je sais faire des enquêtes parce que je sais poser les questions, parce que je sais parler, donc je suis anthropologue. Ça donne quoi? Ça donne des résultats. Beaucoup de résultats. Mais quels sont-ils? Quelle est leur qualité? Ah, mais c'est de la méthode qualitative. Ah bon, parler, regarder, ce n'est pas enquêter. Donc, il est clair que pour tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, l'observation, les méthodes cognitives, je l'ai dit, les cartes mentales, les rêves, les mythes, les inférences et les récurrences dans le traitement des données, c'est ça, nos outils. Mais certainement pas poser des questions. Alors, un tabou, ça résout tout. Un autre pensif, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, une affirmation assez enthousiasme des gens qui disent « Ah, les forêts sacrées, dès qu'il y a un tabou, c'est un système informel de protection. » J'en ai parlé, de protection de la biodiversité, super. Il suffit de faire des listes, des tabous et des interdits, et puis faire comme ça. On les connaît, on a une carte de protection, c'est super, c'est génial. Bon, moi je vous ai dit... Ça fait un petit peu rigoler quand on voit comment fonctionne un interdit ou un tabou. Il est appliqué à un animal, mais pas une espèce, on l'a vu. Il est de l'ordre d'une personne ou d'une famille et pas d'une autre. Il peut être très bien
un tabou d'exclusion des autres, mais me permettant d'abuser et de détruire la biodiversité d'un territoire. Bon, et puis il peut changer sans cesse. Alors, cette idée que donc le système informel de protection de la biodiversité serait le tabou me fait un peu rigoler. Alors, on en a des formes incroyables. Récemment, dans un article sérieux, dans une revue très sérieuse, un groupe pluridisciplinaire de chercheurs, bon, les uns avaient fait, avec l'imagerie satellite, un travail sur l'état de la forêt dans le sud de Madagascar, très bien fait, formidable. Voilà, état de la forêt dans le sud de Madagascar. Et puis les autres avaient été questionnés. Alors, ils avaient fait une carte recouvrant, carte des tabous, recouvrant la carte des forêts. Et il était mis que 80% de la forêt existante était encore existante, 90%, parce qu'elle était protégée par des tabous. Moi, les bras m'en tombent. Je ne vois absolument pas comment c'est possible. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir une information pareille? Comment est-ce qu'on peut cartographier des tabous? Pourquoi? Comment? Par qui? De quelle manière? Alors, c'était, effectivement, ils présentent ça comme, vous voyez, comme c'est formidable, on s'en doutait, ça marche. 90% ça fonctionne, etc., etc. C'est très original, c'est de la pluridisciplinarité. Original, oui. Scientifique, non. Ça ne veut absolument rien dire. Rien dire. Et je trouve aussi que c'est dangereux parce que d'autres personnes enthousiastes vont dire « Ah bah si, ça a été prouvé. Hein. Le tabou, ça marche. » Donc, le tabou, ça ne résout pas tout du tout. Et certainement pas le dialogue urgent entre disciplines concernant la qualité de nos outils et le fait qu'il faut quand même les utiliser à bon escient. Donc, pour conclure, je dirais simplement, pour répondre aussi aux consignes qui étaient données lors du colloque, que la pluralité des perceptions doit être absolument comprise et intégrée, pluralité des approches, des méthodes et des mesures. Or, les deux concepts montrent que l'appréciation de ces deux concepts dépend souvent des méthodes et des objectifs qui privilégient a priori certaines disciplines et qui prennent finalement ce concept comme objet. C'est malheureux. Pluridisciplinarité, c'est d'abord pour moi co-construction des concepts avant tout. Alors, je pense qu'il n'est pas très heureux de se contenter d'apprécier l'efficacité d'un concept en englobant seulement des critères d'excellence propres à certaines disciplines et d'en exclure, de se priver des critères d'excellence d'autres. Et donc, troisièmement, d'un point de vue éthique, je dirais que figer les savoirs, répertorier les savoirs, les pratiques, sensibiliser, vouloir faire changer les mentalités, etc., c'est extrêmement dangereux, on l'a vu, et qu'il existe bien d'autres moyens de faire pour améliorer les choses. Les autres moyens de faire, ça serait de comprendre les processus d'adaptation, les dynamiques internes des sociétés, et simplement les accompagner, les comprendre et les accompagner. Clair que là, on ne peut pas aller en brousse pour poser les questions à l'autochtone et avoir la liste des tabous ou de leur savoir. C'est beaucoup plus complexe, ça prend plus de temps. Mais tout en étant écologiquement soutenable, ces mesures permettraient peut-être également d'être humainement supportables. Merci.